Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie. Bonjour Maude, bonjour à tous, chers auditeurs. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, se félicitait le duc de Sully, alors ministre d'Henri IV il y a 400 ans. Si près d'un Français sur deux travaillait dans les champs il y a encore un siècle, ils ne sont plus que 496 000 selon les chiffres du dernier recensement agricole de 2020. Que se passe-t-il en France, première puissance agricole européenne et historiquement rurale ? Accord avec les pays du Mercosur, mobilisation paysanne, c'est le sujet de notre grand entretien avec deux parlementaires. André Rouget, bonjour monsieur le député. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue sur Ligne droite, vous êtes élu du Rassemblement national au Parlement européen depuis 2019. Et Bartholomé Lenoir, bonjour monsieur le député. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes élu de la première circonscription de la Creuse dans le groupe UDR, Union des droites pour la République de Éric Ciotti. De l'unique circonscription de la Creuse, il n'y en a pas plusieurs. Ah, l'unique circonscription de la Creuse. Donc vous représentez évidemment les habitants de la Creuse. Merci Bartholomé Lenoir. Alors André Rouget, l'Union européenne s'apprête à signer un accord que vous jugez dévastateur avec les États qui composent le Mercosur, donc Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie. Quels seraient les problèmes posés par ce nouvel accord de libre-échange ? Écoutez, je voudrais introduire mon propos avec deux chiffres symboliques, 1500 et 2400. 1500 €, c'est le salaire médian de nos agriculteurs pour vivre chaque mois. 2400, selon la Mutualité sociale agricole, c'est le nombre de tentatives de suicide de nos agriculteurs chaque année. À l'heure où nous nous parlons, il y a plusieurs suicides d'agriculteurs chaque jour qui ne parviennent plus à vivre de leur travail. Et je peux vous en parler en connaissance de cause parce que mon frère est agriculteur. Lui, c'est pas 1500 € qu'il a chaque mois. Il avait, puisqu'il est à la retraite, il devait vivre avec 1200 €. Et aujourd'hui, pour assumer sa retraite, il a dû se séparer d'une partie du patrimoine familial. Donc, voilà les conséquences de la politique agricole de l'Union européenne sur la vie de nos agriculteurs. Et ce Mercosur ne va faire qu'empirer les choses. Parce que non seulement il ne créera pas de nouveaux emplois, mais il risque d'en détruire. Ça va avoir un impact extrêmement négatif sur les PME agricoles, puisque ce Mercosur, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays que vous avez cités, Argentine, Brésil, Uruguay, etc., qui fait que pour favoriser l'industrie chimique, pharmaceutique et surtout automobile, en un mot commençant pour aller vendre des Mercedes, BMW, Volkswagen, etc., et Audi sur le continent sud-américain, nous devons accepter l'importation de produits agricoles sur le sol européen et particulièrement en France. Des produits agricoles qui vont générer une concurrence déloyale, qui ne sont pas soumis aux normes phytosanitaires que contraint l'Union européenne. C'est donc un accord totalement négatif pour nos agriculteurs. Pire que négatif, il est, mais mortifère. Pourquoi est-ce que l'industrie est mise sur le même plan que l'agriculture dans ce genre d'accord de libre-échange ? Parce que malheureusement, il faut toujours une variable d'ajustement. Comme son nom l'indique, c'est un accord d'échange. Et si la politique agricole commune, à son origine, avait été créée comme étant résolument protectionniste, avec l'institution de prix garantis pour les agriculteurs européens et la mise en place de droits de douane, la réforme McSherry de 1992 a ouvert les marchés agricoles
à la mondialisation. Mm. Aujourd'hui, nos agriculteurs sont soumis à cette concurrence de la mondialisation débridée qui profite essentiellement, malheureusement, à la Chine. Alors, Bartholomé Lenoir, le Mercosur fait son grand retour dans l'actualité politique ces dernières semaines. Vous êtes député de la Creuse, on l'a dit, une terre agricole. Que vous disent vos administrés? Déjà, je souscris à tout ce qui a été dit, hein, que notre alliance est parfaite parce qu'il y a vraiment aucune divergence. Moi, ce qu'on me dit, et ce que je trouve très intéressant, et ce que je pourrais juste ajouter sur le propos qui vient d'être dit, c'est justement, ce qui est intéressant, c'est que les Français, et les Creusois dans ma circonscription, ont très bien conscience aujourd'hui de ce qu'est l'accord Mercosur. C'est un peu la différence par rapport à avant, où il y a une tonne d'accords qui ont été signés, et en fait, on se rendait pas vraiment compte. Et je pense qu'il y avait comme ça en Union européenne une sorte de distance qui s'est créée avec le peuple, qui n'avait plus conscience de ce qui était fait, si je puis dire, dans son dos. Donc la première des choses, c'est que on me parle du Mercosur. Tout le monde a très bien conscience de ce sujet-là, et donc on m'en parle. Et ensuite, évidemment, on est très attaché dans ma circonscription et dans mon département de la Creuse à notre identité qui est allée à 80-90% celui de la qualité de la viande. Et on a très bien conscience que si nous signons un accord type celui du Mercosur, nous allons encore affaiblir le métier et le travail de nos agriculteurs, à savoir des éleveurs. Donc il y a une vraie prise de conscience et il y a un combat qui est mené à la fois par les agriculteurs, mais aussi par les Creusois qui ont conscience de cette identité. Ça, c'est un premier pas, évidemment, qui est positif. Alors, malgré... Alors, je voudrais juste rajouter, ce qui est terrible dans cette situation, c'est qu'au quotidien, aujourd'hui, les agriculteurs se battent et nous aussi, parlementaires, pour tout faire contre ce Mercosur, mais on se bat pour que la situation ne soit pas pire qu'elle n'est. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas pour de meilleurs jours. Et ça, il faut bien en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on se bat pour ne pas avoir le Mercosur, mais en réalité, il faut voir au-delà et il faut réfléchir intégralement le système de revenus de l'agriculteur, parce qu'on parlait aujourd'hui de l'agriculture qui a été variable d'ajustement pendant des années par rapport notamment à l'industrie d'autres pays européens. Eh bien, c'est pour ça qu'on a le système de la PAC, pour essayer de sauver ce qu'il y a possible dans l'agriculture, mais il faut arrêter avec ce système. Maintenant, il faut que l'agriculture puisse être rémunérée par rapport à ce qu'elle fait foncièrement. Et donc, il faut vraiment changer. Après, j'espère qu'on va obtenir une victoire sur le Mercosur, mais il faudra ensuite revoir intégralement le système de l'agriculture et de la rémunération des agriculteurs. Oui, la crise est bien plus profonde que ce traité. Les agriculteurs français, on l'a compris, sont les grands perdants de cet accord de libre-échange. André Rouget, ça fait des années que le dossier traîne. Mine de rien, pourquoi est-ce qu'il n'est signé que maintenant? Pourquoi est-ce que la Commission européenne tient tant à le signer aujourd'hui? Il y a eu la période de négociation, comme vous l'avez souligné, pendant des années. Et je dirais que plus que la Commission européenne, c'est sa présidente, Madame von der Leyen, qui tient à en faire le grand œuvre de son second mandat. Ce traité, il a été négocié dans la plus grande opacité. Nous n'en connaissons pas vraiment le contenu. J'ajoute qu'à Bruxelles et à Strasbourg, les parlementaires que nous sommes n'avons pas réellement accès au contenu de ce traité, si ce n'est de façon physique et en lecture dans une pièce à huis clos, sans aucune autorisation de pouvoir enregistrer ou photographier quoi que ce soit. Donc, ce traité a été négocié dans la plus grande opacité, sans consultation véritable, et devrait être voté dans un déni de démocratie, puisqu'il devrait être voté à la majorité qualifiée. Oui. C'est-à-dire que les États
doivent le ratifier, et ça doit être le cas de la France au Parlement aujourd'hui, et, et, et il sera ratifié à la majorité qualifiée. Donc, nous sommes, un, dans l'opacité, et deux, dans un déni de démocratie. Tout ça pour un traité qui va générer un abandon de notre souveraineté alimentaire, qui va générer une, euh, une aberration en termes écologiques. L'Union européenne, qui a fait voter le pacte vert l'année dernière et qui n'aura que pour conséquence que de contraindre les automobilistes à revendre leurs véhicules à moteur thermique pour acheter des véhicules électriques d'ici 2035, l'Union européenne génère une aberration écologique puisque ce traité génère des milliers d'hectares de déforestation en Amazonie, que le transport du fin fond du Brésil par route, puis ensuite par avion, par cargo, par porte-conteneurs, etc., génère une aberration écologique, une pollution encore pire quasiment que la consommation de véhicules sur une année sur une autoroute. Donc, ce traité est vraiment une aberration à tout point de vue. D'un point de vue humain, comme je l'ai souligné, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue phytosanitaire, c'est une véritable aberration. On va revenir évidemment tout à l'heure avec vous sur ce vote à majorité qualifiée. Mais avant, Bartholomé Lenoir, on observe, c'est vrai, un consensus dans la classe politique française contre cet accord de libre-échange. Et aujourd'hui, vous êtes amené avec les autres députés à débattre en hémicycle sur le sujet. Le gouvernement, on peut le rappeler, a tenu à inscrire à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale un débat et un vote sur le Mercosur. Est-ce que d'abord c'est une bonne chose ? Oui, tout à fait, c'est une bonne chose. Après, est-ce que ça va avoir une réelle incidence? Que toute la question, elle est là. Est-ce que la France va pouvoir ne pas signer cet accord? Donc voilà, si c'est pour faire un paravent, on a fait un débat, etc., ce sera inutile, parce que l'objectif, c'est que nous soyons utiles, nous servions à quelque chose. Donc j'espère vraiment que moi, je vais voter non, et comme vous l'avez dit de façon assez générale dans la représentation nationale, on va voter non. Donc j'espère que ça servira à quelque chose. Maintenant, voilà, c'est tout ce double discours. Vous prenez la présidence Macron, comme on dit, pendant des années, à parler de la Startup Nation, à prôner ce monde ouvert pour nos entreprises, etc. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de revenir en arrière. Donc voilà. Maintenant qu'on a donné les clés à l'Union européenne. Donc voilà, j'espère que ce vote pourra amener à quelque chose, mais on verra bien. Parce qu'effectivement, on imagine que les députés vont le rejeter en masse. Pour autant, c'est ça. N'est-ce pas de toute façon joué d'avance ? À ce sujet, on peut revenir sur effectivement ce vote à majorité qualifiée. Autrement dit, sans possibilité de veto de la France sur le dossier. André Rouget, pour vous, que le gouvernement Barnier ait tenu à inscrire le Mercosur à l'ordre du jour, justement, est-ce que c'est un faux débat ou au contraire c'est la preuve que la France a encore un rôle à jouer sur le dossier ? Écoutez, moi je voudrais être assuré de la bonne volonté du président Macron et du Premier ministre Michel Barnier, qui tous deux sont des européistes convaincus. J'en veux pour preuve le discours du président de la République qui revendique ouvertement une souveraineté européenne. Il a même dit qu'il en faisait le cheval de bataille de sa fin de mandat. Quant au Premier ministre, une petite anecdote significative et symbolique, c'est lors d'un déplacement récent, alors qu'un jeune enfant de 7-8 ans agitait le drapeau tricolore, ce qui est vraiment louable en soi, il s'est fait réprimander par le Premier ministre parce qu'il n'agitait pas les deux drapeaux, le drapeau tricolore de la France et le drapeau à étoiles de l'Union européenne. Donc,
quelle est la détermination, quelle est la bonne volonté d'Emmanuel Macron et de Michel Barnier sur ce sujet. On sent bien qu'il y a une volonté générale de la part de la Commission européenne d'Ursula von der Leyen et de nos propres dirigeants de nous emmener vers une Europe fédérale. Oui. Lors du dernier mandat à Bruxelles, nous avons assisté quand même à la présentation de différents rapports, deux rapports de Madame Verheyen, députée allemande du PPE, le premier prônant la souveraineté, la primauté du droit européen sur le droit national, le second rapport qui était ni plus ni moins qu'un rapport révisionniste pour en terminer avec l'histoire des États et privilégier l'histoire européenne, et enfin le fameux rapport de Guy Verhofstadt qui est ni plus ni moins que le mode d'emploi d'une Europe fédérale avec un État centralisé à Bruxelles, dirigé par Madame von der Leyen, qui, comme Bismarck, avait évité les États du Saint-Empire romain germanique de leur essentialité. Madame von der Leyen s'emploie à vider les États-nations que nous sommes de leur substantifique moelle pour tout transposer à Bruxelles. Donc, la volonté de M. Macron et M. Barnier, permettez-moi d'être pour le moins dubitatif. Oui, on comprend bien que nos dirigeants n'ont pas tellement envie de se fâcher avec cette Europe, et donc l'idée d'un bras de fer avec la Commission européenne semble assez lointain finalement. C'est bien ça. La réalité, c'est Paris valait bien une messe. Est-ce que pour M. Macron, l'Europe ne vaut pas un accord sur le Mercosur? Vous savez, Emmanuel Macron va quitter l'Élysée, il n'aura pas 50 ans. Il lui reste au moins 2 décennies de carrière. Il se voit bien réussir là où avait échoué Valéry Giscard d'Estaing en devenant le premier président d'une Europe fédérale, même si son image est pour le moins ternie aux yeux de tous les chefs d'État étrangers. Mais enfin... Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, comment ça se passe avec l'Europe, mais est-ce qu'on peut envisager de se soustraire, nous Français, à cet accord avec l'Union européenne, ce qui serait un peu une exception, mais pourquoi pas? Écoutez, nous tâchons de faire évoluer l'Europe de l'intérieur. On voit bien qu'élection après élection, nos idées progressent. Nous parvenons enfin à faire passer des amendements. Là, demain, nous allons voter pour valider les commissaires. Pour la première fois, il y aura 2 commissaires souverainistes, le commissaire hongrois et le commissaire italien, membre du gouvernement de Madame Meloni. Mais malheureusement, ce n'est pas encore suffisant pour renverser la vapeur et faire en sorte que nous puissions nous faire entendre de façon concrète et positive à Bruxelles. Il faut encore et encore continuer le combat pour avoir une représentation majoritaire au sein de ce Parlement de Strasbourg pour que nous puissions faire évoluer l'Europe de l'intérieur vers une Europe des nations, parce que nous voulons être un État national, nous ne voulons pas être un État cosmopolite, et ce qui ne nous empêche pas d'avoir des relations de bon voisinage avec des États avec lesquels nous avons une communauté de vues économiques, avec lesquels nous avons une histoire commune, une culture commune, mais nous voulons rester maîtres chez nous, nous voulons décider, et vous savez, c'est l'âme des nations qui fait que nous avons un destin universel. Alors ce combat justement, Bartholomé Lenoir, vous le menez vous dès cet après-midi à l'Assemblée nationale avec votre groupe UDR, donc le groupe d'Éric Ciotti. Qu'est-ce que vous comptez demander au gouvernement cet après-midi?
vous voulez parler sur le Mercosur là ou de façon plus générale? Les deux, c'est-à-dire que effectivement le débat et le vote du jour est sur le Mercosur, mais bien sûr on l'a compris, la crise est bien plus profonde. Quels seront vraiment les points sur lesquels vous souhaitez alerter le gouvernement avec le groupe d'Éric Ciotti? Alors nous pensons en réalité que le système s'est inversé, c'est-à-dire que nous sommes dans un système d'échange ultra-libéral et que en revanche, à l'intérieur de notre pays, nous sommes dans un système ultra-normé. C'est-à-dire que les agriculteurs, d'un côté, ils font face à une concurrence, si vous voulez, complète et pas parfaite, malheureusement, avec des pressions normatives sur leur exploitation et sur leur façon de travailler largement supérieures à celles de leurs concurrents. Nous pensons qu'il faut inverser le système. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut retrouver notre souveraineté à minima européenne et nationale. D'abord parce que c'est un enjeu stratégique dans un monde où la géopolitique vacille. Et donc, il faut absolument, au même titre, il faut que nous ayons une souveraineté sur les médicaments et nous regrettons le rachat de ceux qui font Doliprane par les Américains. Donc, nous estimons qu'il faut retrouver notre souveraineté et que ça passe par des échanges à minima sur les mêmes bases normatives. Donc ça, on protège nos agriculteurs sur un marché européen, voire un marché national. Et ensuite, sur le marché national, sur les agriculteurs, nous pensons qu'il faut les libérer profondément et qu'il faut revoir intégralement le système, par exemple, sur les contrôles que subissent les agriculteurs. Je pense à l'OFB qui vient armer les agriculteurs. Enfin, je veux dire, ça, c'est plus possible. Il faut revoir aussi parfois le fonctionnement de l'agence de l'eau. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous disent que c'est insupportable. On ne peut même plus faire le moindre fossé, alors que ça pose d'énormes problèmes. Donc, nous voulons inverser cette tendance-là, relibéraliser pour nos agriculteurs leur façon de travailler, leur permettre aussi d'aller plus dans les champs et moins dans les bureaux, et avoir au contraire une politique plus souveraine sur le marché européen pour atteindre notre souveraineté alimentaire. Donc inverser le système tel qu'il est aujourd'hui, et dans lequel la France se fait bouffer, si je puis dire. Donc en fait, il faut être patriote et c'est comme ça qu'on peut y parvenir. Oui, une affaire aussi de volonté, bien sûr. Alors ce texte, il est emblématique des dérives de l'Union européenne de plus en plus fédérale, vous l'avez dit André Rouget. L'Europe est évidemment responsable, mais la France a sa part dans cette ruine de l'agriculture. Quelles pourraient être pour vous les solutions à apporter assez précisément à échelle nationale, pour le coup, pour peut-être compléter les propos de Bartholomé Lenoir? Écoutez, d'abord, pour revenir sur ce qu'a dit mon collègue en début d'émission, je vois que l'accord entre nos deux formations politiques est tout à fait justifié, parce qu'il n'y a pas une virgule à retirer à ce qu'il vient de dire. Et pour répondre à votre question, je pense que plusieurs choses. Un, il faut revenir à l'esprit initial de la PAC, qui était un esprit de protectionnisme et de la sauvegarde de notre politique agricole nationale. Deuxièmement, si nous n'y parvenons pas, il faut faire en sorte que l'agriculture soit extraite des traités de libre-échange. Nous ne pouvons plus accepter que nos agriculteurs servent de variable d'ajustement dans les traités de libre-échange, et tout ça au profit de l'industrie automobile allemande essentiellement. Oui. Donc, il faut que nos dirigeants nationaux se montrent forts, inflexibles. Vous savez, Michel Rocard avait cette formule, il disait « qui paye contrôle ». Eh bien, la France paye chaque année 27 milliards d'euros à l'Union européenne et accessoirement pour n'en récupérer que 17. Et dans le budget qui est encore en discussion à l'heure actuelle, le gouvernement de M. Barnier, qui cherche à économiser des milliards, entend faire voter une contribution de 35 milliards, soit une augmentation de 8 milliards. Donc, lorsque l'on est un État fondateur et contributeur, on a les moyens de faire en sorte de pouvoir imposer son point de vue. Le général de Gaulle, en son temps, avait fait la politique de la chaise vide. Nous sommes la France, nous avons une voix qui porte. Si nous avons la volonté politique
nécessaires, nous pouvons faire en sorte de nous faire entendre pour la survie de nos agriculteurs. Et j'ajoute, parce que nous arrivons au terme de cette émission, je vois passer l'heure, qu'en vous quittant tout à l'heure, je me dirige au Parlement européen à Strasbourg, où, avec la délégation des députés du Rassemblement national, nous allons accueillir la délégation de la coordination rurale qui vient manifester devant le Parlement de Strasbourg. Donc vous voyez, j'ai commencé avec vous et cette journée va être quasi exclusivement consacrée à la survie de nos agriculteurs. Oui, c'est évident. Ouais. Vous l'avez dit en introduction, quasiment un quart de la population française est issue du monde rural, du monde agricole. Nous avons quasiment tous des racines dans ce monde. C'est notre culture, c'est même notre civilisation. Et c'est cela que nous devons défendre au-delà de cette seule profession qui est en train de mourir. Donc, il faut vraiment nous battre. Et malheureusement, je ne pense pas que nos dirigeants aient réellement la volonté de se battre pour la survie de nos agriculteurs. Oui, et derrière cette survie des agriculteurs, évidemment, on comprend que c'est un enjeu de civilisation pour nous, Français. Alors, un dernier mot, Bartholomé Lenoir, parce que l'heure tourne, effectivement. Est-ce que, pour vous, les blocages doivent continuer aujourd'hui comme le seul moyen pour que les agriculteurs se fassent entendre aujourd'hui par nos dirigeants ? Alors, déjà, nous ne sommes pas les représentants de ces mouvements agricoles, donc je pense que les politiques ne doivent pas se substituer et dire aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire. Les politiques là doivent être dans l'action sur le Mercosur, doivent être dans l'écoute, parce que c'est ça ce qui est très intéressant. Et mon collègue député européen va à l'écoute de la coordination rurale. Ce que tous les agriculteurs, moi, me disent sur le terrain, à chaque fois que je les vois, c'est ça fait 30 ans qu'on parle pacifiquement, personne ne nous écoute. Et effectivement, s'est construit une Europe qui, au niveau de l'agriculture, qui s'est faite sans l'accord et sans les solutions sensées et applicables que les agriculteurs proposaient. Et donc, il y a un sentiment de déconnexion qui s'est créé total. Et il y a du coup une situation évidemment aberrante qui s'est faite, qui a été mise en place puisque les bonnes solutions des agriculteurs n'ont pas été appliquées. Et donc, effectivement, ils sont obligés, c'est ce qu'ils me disent, de faire des coups médiatiques, d'aller plus loin qu'ils ne le voudraient parfois, parce que ils ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés. Donc aujourd'hui, si on devait conclure, il faut absolument construire la politique agricole de l'avenir avec les agriculteurs et avec les solutions qu'ils proposent, parce qu'elles sont sensées, parce qu'elles sont applicables. Voilà. Donc à leur écoute, évidemment, pour sortir de la déconnexion ambiante. Merci à tous les deux. Merci André Rouget. Merci beaucoup. Vous êtes député européen du Rassemblement national, et Bartholomé Lenoir, député de la Creuse dans le groupe UDR. Merci beaucoup et bon courage pour cette journée chargée pour vous.